Merci à tous. Donc, merci Guillaume, merci Emmanuel pour cette présentation. Je voudrais juste faire un bref retour. J'interviens au titre des TMB et vu que Vincent Véron, qui est le délégué référent FNCC, n'a pas pu se libérer, je vais essayer d'intervenir également au titre de la FNCC. Donc, nous, adhérents FNCC, nous sommes tous favorables à un retour au sol d'une matière organique de qualité qui est appréciée de nos agriculteurs. Et ça, c'est quelque chose d'important à dire. Aujourd'hui, il n'y a pas un site de TMB en France qui a du compost qui est saturé. Tous les composts qui sont produits sont normés NFU 44051. Alors, comme le disait Guillaume, il y a des composts qui peuvent être tangents vis-à-vis de la norme. Et il est important qu'on opère pour beaucoup et pour certains des changements et des améliorations sur nos sites. Mais certains de nos sites optent déjà pour des labels plus sévères ou des certifications, la certification du RISPO ou des labels Terom et Serafel. Je vais juste également reprendre des éléments de contexte qui viennent de l'étude AMOR de septembre 2019, le DT 114, où qui mentionne que les TMB traitent les OMR d'environ 15% de la population française. Alors Jean-Luc disait tout à l'heure que 15%, c'est peut-être un peu beaucoup et ça peut faire débat, mais 15, même si c'est 12%, c'est 10 millions d'habitants à peu près. 81% des capacités techniques sont utilisées, soit plus de 2 millions de tonnes traitées d'ordures ménagères. Et par rapport à 2014, qui avait été une année de référence, la quantité d'OMR traitée par des TMB est en hausse de plus 60%. Alors c'est dû à des ouvertures d'usines conséquentes et de grosses usines, mais néanmoins, ça permettait de répondre aux demandes de la loi de transition énergétique de 2015. Sur ces 2 millions de tonnes, c'est 300 000 tonnes de compost normé qui ont été produites en 2018, 50% de plus qu'en 2014, et c'est 20% des tonnages pour lesquels la vocation du TMB est de produire un compost. Ne serait-ce que par le TMB, il y a déjà 20% de matière organique qui va sur un retour au sol. Et c'est 1,1 million de tonnes, donc un peu plus de 50% qui part en refus, stockage ou valorisation énergétique, que ce soit incinération ou combustible solide de récupération. Mine de rien, sur ces 1 million de tonnes qui ne sont pas aujourd'hui, dans le contexte qu'on connaît, avec une saturation des exutoires, c'est 1 million de tonnes sur lesquelles on ne doit pas trouver d'exutoire. Là, le graphique reprend, sort toujours du DT 114 d'Amorce, ça reprend les performances des unités de TMB en fonction du type. Donc, on a 3 grands types d'unités, les unités de tri-compostage, les unités de tri-méta, et puis les unités qui font de la stabilisation. Globalement, on le voit à chaque fois, c'est entre 50 et 60% de refus. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même 40% de valorisation par des composts, par de la valorisation matière, par des pertes. Moins sur les unités de stabilisation parce que la volonté n'est pas forcément de produire un compost, mais en plus de la réduction des capacités à éliminer, ces unités, elles permettent de produire des matières valorisables. Et les matières valorisables qu'on rencontre, c'est des ferreux, c'est des plastiques, c'est des non-ferreux. C'est pour certaines unités, je crois être la seule, aujourd'hui on est capable de suppléer le geste de l'habitant en allant chercher 800 tonnes de verre sur les 40 000 tonnes qu'on va traiter chaque année, 40 000 tonnes d'OM. On vient de développer également un prototype pour aller jusqu'à la valorisation des piles. Ça vient d'être accepté par le Conseil et ça va être mis en place au courant du mois de mars. Et on est capable aujourd'hui de capter une quinzaine de tonnes de piles annuellement. Je trouve que c'est mieux de les capter que de les mettre à l'enfouissement. Alors là-dessus, sur la vision des TMB, je vais parler en complément de tout ce qui a été dit. Nous, on a 2 visions. Le premier, c'est sur l'impact du projet des matières fertilisantes et supports de culture, avec, compte tenu des seuils qui sont en réflexion, les produits issus des TMB et pas que des TMB, ça Jean-Luc l'a dit, Guillaume également, pourraient devenir impropres à toute valorisation organique, et ce, à très brève échéance, 2022, puisqu'il parlait au niveau du décret, de le faire très rapidement. Alors ça concerne tous, quand je dis toute valorisation organique, c'est qu'on ne pourrait plus faire de compost, on ne pourrait plus faire de digesta, et on ne pourrait plus faire de plan d'épandage si les projets restent en l'état.
chez nous, et quand on regarde les prix de marché qui se pratiquent au niveau de l'enfouissement ou de l'incinération, on est déjà à 100 € la tonne en local sur de l'enfouissement, avec une TGAP qui a taux réduit et aujourd'hui à 25 €. La TGAP atteindra 65 € d'ici 2025. Il y a peu de chances que les prix d'élimination, compte tenu de la raréfaction et de la diminution des capacités d'élimination, baissent. Et je suis persuadé et convaincu que les prix atteindront les 180 € hors taxe par tonne d'ici 2025. Comme Guillaume le disait, dans le sud, ils y sont quasiment déjà, alors que la TGAP n'est pas encore au niveau de 2025. Pour le SM-TOM, compte tenu de la production qu'on a sur notre unité, qui a un taux de refus qui est de 43% depuis 3 ans, puisqu'on a fait des gros investissements en 2018 afin d'améliorer ce taux de refus, et sur laquelle nous produisons 12 000 tonnes par an de compost, soit 29% de l'entrant, ça pourrait être un impact coût de l'ordre de 45 € tonnes d'ordures ménagères. Ce qui, pour le syndicat, si on fait 45 fois 40 000 tonnes, on est à pas loin des 2 millions d'euros. Ça, c'est à 180 € la tonne. Il y a en plus un impact dans une situation de tension croissante des capacités d'élimination. On a aujourd'hui des collectivités voisines qui ne réussissaient plus à trouver de capacité d'enfouissement. En local, avec les plans régionaux qui sont faits, on va avoir du mal, une collectivité qui est en plein centre d'une région, à l'envoyer se faire éliminer à l'autre bout de la France. Et puis, il y a également une problématique qui pourrait arriver concernant la qualité des composts de biodéchets. Ça, pour nous, c'est l'impact du projet Socle commun sur les matières fertilisantes, où certes, on comprend qu'il y ait besoin de durcir les seuils, et on est tout à fait contre. Comme Guillaume le disait, il faut que le seuil soit accepté, il ne faut pas atteindre la limite. Par contre, on a de grosses craintes sur le futur des unités de TMB si les seuils restent en l'état. Le deuxième point que je voulais faire, c'est sur l'impact sur le projet biodéchets. Et là, je vais vous faire un retour d'expérience avec ce qu'on a, nous, sur le SM-TOM, où on a, je pense, l'une des plus grosses bases de données, l'une des plus grosses évolutions de la connaissance des ordures ménagères du syndicat. Pourquoi? Parce qu'en gros, on réalise 25 caractérisations par an suivant un protocole Modecom simplifié, donc on ne sèche pas les ordures ménagères, qui sont réalisées depuis 2010. Ça nous fait plus de 250 caractérisations et on a une campagne de caractérisation par trimestre. Alors moi, j'ai 4 collectivités adhérentes. La plus grosse, on en fait entre 2 et 3 et il y a minimum une caractérisation sur chaque collectivité qui est réalisée par trimestre. Pourquoi une par trimestre? C'est pour pouvoir avoir la variabilité en fonction de la saison et puis également pour avoir une variabilité en fonction de l'habitat et on ne prend pas toujours les mêmes endroits, les mêmes jours de collecte. Là-dessus, j'ai fait une prévision sur la mise en place des différentes lois. L'extension des consignes de tri, où on considère, d'un point de vue très ambitieux, pouvoir aller chercher 13 kg par an par habitant, que ce soit sur des plastiques, des refus plastiques. Alors, ce qui est considéré chez nous comme refus plastiques, ce sont des choses qui rentreraient demain dans l'extension des consignes de tri, et puis sur de l'entraînement en papier, carton également. Et puis, une autre chose sur les biodéchets, avec 45 kg par an par habitant collectés en biodéchets ou détournés du flux d'ordures ménagères, ce qui est quand même assez énorme. Alors, sur ces biodéchets, il y a les déchets de cuisine et de table, donc ce qu'on appelle les fermentescibles, où je prenais 30 kg, les déchets verts résiduels, où on prenait 10 kg, et puis papier, carton, textile, sanitaire. Et je me suis amusé à faire la projection sur la base de la composition de notre poubelle en 2019, 2020 étant une année particulière, compte tenu du Covid, on a des seuils on a des choses qui peuvent paraître aberrantes. Et j'ai projeté ça sur 2025, sans autre impact tarification incitative, ni rien d'autre. Néanmoins, on se rend compte, alors en plus de l'historique qu'on a, que papier, carton, ça diminue depuis 2010 de manière forte. Ça diminue pourquoi? Parce qu'il y a la suppression des journaux gratuits.
Il y a une prise de connaissance. Notre territoire est passé en 2018, la dernière collectivité qui était en apport volontaire en collecte sélective est passée en porte-à-porte. Et on a vu ici en 2018, alors je ne sais pas si vous voyez la souris, mais ici à ce niveau-là, qu'on a une vraie chute sur les papiers. Une tendance à l'augmentation des fines sur l'ensemble des collectes au fur et à mesure des années. Et puis, sur la partie biodéchets et déchets verts, globalement, on aura encore entre 15 et 20%, alors que le plan est ambitieux sur le tri à la source, on aura encore entre 15 et 20% de fermentés cibles qui peuvent être dégradés et qui peuvent avoir un impact et une production d'énergie. À côté de ça, on a les métaux, les textiles sanitaires qui vont augmenter. Moi, ce sur quoi je voudrais rebondir, c'est que le verre, ça fait aujourd'hui près de 40 ans que c'est en place en France. On a des ratios de collecte du verre sur le territoire qui sont, à mon avis, pas dégueulasses. On est entre 90 et 92% de ce qui est mis sur le marché. Malgré ça, on a toujours 5% de verre présent dans les ordures ménagères. 5% de verre présent, alors, on aurait 5% en 2025. Aujourd'hui, on est plutôt à 2,5, 3. 2,5, 3, c'est 1200 tonnes de verre. Et sur ces 1200 tonnes, nous en captons aujourd'hui. Par les évacuations que nous avons sur le verre, on en capte 800 tonnes. Le restant partant certes un peu dans les composts, ça c'est une certitude, partant également un peu dans les refus, et puis partant dans les inertes qu'on envoie également en classe 2, puisque le tri n'est pas efficace à 100%, nos machines de tri ne sont pas efficaces à 100% là-dessus. Ce dont on se rend compte également, c'est que la fraction combustible, cette partie-là, est une fraction qui est en train d'augmenter fortement au fur et à mesure des années, et ça deviendra demain la première fraction des ordures ménagères présentes sur notre site. Donc, ça, et après, je vais arriver sur la conclusion. Donc, pour nous, les seuils risquent d'être difficiles à atteindre, même en étant ambitieux sur le tri à la source, 45 kg par an par habitant sur les biodéchets. Aujourd'hui, c'est quasiment que du déchet de table et cuisine. C'est des choses qui sont ambitieuses. Même avec ça, on restera supérieur aux 35 kg qui sont mentionnés dans les projets d'arrêté. Donc, ça nous paraît compliqué sur le sujet. Ma conclusion, je vais arriver là-dessus. Donc, on est convaincu de la nécessité et de l'intérêt de mettre en place le biodéchet, puisqu'il sera toujours plus simple d'avoir un produit et une matière organique de qualité avec moins de polluants à l'intérieur, pour peu qu'on se donne les moyens de mettre en place les outils nécessaires à obtenir une soupe de qualité sur biodéchets. On accepte d'avoir des seuils plus contraignants sur les composts, mais ces seuils doivent être atteignables. C'est comme les objectifs qu'on met en entreprise. Un objectif, il doit être smart. On demande une application du projet biodéchets pour tous les modes de traitement. Cette fois-ci également avec des seuils atteignables, qu'on n'ait pas la double peine, obligation de moyens et obligation de résultats. Et comme Guillaume le disait, on se pose effectivement la question de l'évolution et du développement de nos outils qui apportent une réponse aujourd'hui à la pression sur les capacités d'élimination et d'incinération. Et on est convaincu qu'on devra à terme arriver sur un changement de paradigme. Tout à l'heure, il y avait M. François qui disait que c'était la fin des TMB. Je dirais que c'est certainement la fin des TMB telles qu'on les connaît à la française, avec la vocation de produire un compost et un retour de la matière organique. Par contre, il faut qu'on change de paradigme et que ces TMB deviennent pour nous des valorisateurs maximaux de matière, que ce soit les métaux, le plastique, le verre, les piles, et puis qui puissent permettre de favoriser et accepter la création de filières productrices d'énergie verte. On entend beaucoup parler aujourd'hui des véhicules. Les véhicules, c'est le diesel demain et sera supprimé. Par contre, tout ce qui va être électrique, véhicule à hydrogène, et qu'on accepte qu'on devienne producteur d'énergie verte, que ce soit par le biométhane, donc c'est-à-dire qu'on continue à valoriser la matière organique, par l'hydrogène. On a des bâtiments qui sont grands et on pourrait utiliser les toitures de nos bâtiments pour faire du panneau photovoltaïque et de l'hydrogène, combustible solide de récupération, et pourquoi pas, là c'est quelque chose qui vient de sortir, j'ai vu qu'Engie dans la région lyonnaise
avait réussi pour la première fois à produire un gaz de synthèse à partir de CSR et un méthane de synthèse à partir de CSR. Et pourquoi pas demain faire de nos outils des fournisseurs de produits pour faire de l'énergie verte. Voilà. Merci à tous. Je rends la parole également. Et à votre disposition si vous avez des questions.